Sarah Knafo, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous étiez magistrate à la Cour des comptes avant de devenir députée européenne Reconquête. Cela fait des mois que vous faites des propositions pour faire des économies sur les dépenses publiques. Ici, même sur ce plateau, on avait beaucoup parlé de l'aide publique au développement et que de rebondissements. Vous êtes d'ailleurs l'une des seules dans le paysage politique à dire aucune hausse d'impôts, juste des baisses de dépenses publiques. Avec Éric Zemmour, vous avez aussi fait partie des premiers à proposer la privatisation de l'audiovisuel public. Ce soir, vous avez de nouvelles choses à nous dire, de nouvelles informations sur... J'aime bien pourquoi vous souriez à Mathieu Bocoté. Ne parlez pas, tout ce que vous dites est décompté. Ce soir, vous avez tant de paroles. Ce soir, vous avez de nouvelles choses à nous dire sur l'audiovisuel public. D'abord, j'imagine que vous avez lu ce fameux rapport de la Cour des comptes paru la semaine dernière, il y a 7 jours pile. Dites-nous. Tout à fait. Donc déjà, merci de l'avoir rappelé. En effet, la dernière fois que sur ce plateau, j'avais fait donc des révélations sur l'aide au développement, ça nous avait porté bonheur. Pas à nous, mais à tous les Français, puisque le gouvernement, quelques semaines plus tard, a annoncé qu'il baissait le montant de l'aide publique au développement de 2 milliards d'euros. Donc, qui sait, ce soir, je tente ma chance. Peut-être qu'après ce qui se passera ce soir sur ce plateau, on aura la chance de voir le service public de l'audiovisuel enfin privatisé. Pourquoi est-ce que c'est un énorme sujet ? Parce qu'à l'heure où on est en train de chercher des économies partout, c'est non seulement un sujet de gabegie énorme, mais en plus, ça devient, à mon sens, un scandale politique majeur. Donc oui, il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Pour aller vite, ce qu'il nous apprend sur la partie budgétaire. Donc déjà, ce qu'on savait, l'audiovisuel public nous coûte 4 milliards d'euros par an. 4 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de ce qu'était censé rapporter la suppression de 2 jours fériés par François Bayrou. Donc que les Français entendent, on leur demandait des sacrifices énormes, travailler plus sans gagner plus, pour reprendre la vieille formule, au lieu de privatiser un service public désuet. 4 milliards d'euros par an, ça veut dire que depuis 10 ans, on a dépensé 40 milliards d'euros, qu'on a creusé la dette publique. Pourquoi ? Pour financer des programmes comme Fort Boyard, comme Taratata, comme France Inter. Mais j'aime bien Fort Boyard. Alors c'est ce que j'allais vous dire, qu'on se comprenne bien. Moi j'adore Fort Boyard, j'ai grandi avec, j'adore Taratata. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est un service public ? Je pense qu'on sera d'accord, un service public, c'est un commissariat. Ils sont tous insalubres. Un service public, c'est une école. Elle est en train de s'effondrer. Un service public, c'est l'armée. Elle n'a que 3 jours de munitions en cas de guerre de haute intensité. Donc, ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est bien légitime d'avoir mis autant de moyens pour du divertissement et même parfois pour de la propagande, mais je vais y venir. À l'échelle individuelle, 4 milliards d'euros, ça représente un abonnement forcé pour chaque foyer de 130 euros par an. 130 euros par an, c'est 11 euros par mois et par foyer. Qu'on se comprenne, c'est plus cher que Netflix. Netflix, c'est 9 euros par mois. Et c'est résiliable quand vous voulez. Vous vous abonnez si vous voulez. Si vous n'aimez plus, vous vous désabonnez. Si les programmes ne vous plaisent pas, c'est terminé. Avec l'audiovisuel, vous êtes obligé de payer. Tous les mois, tous les jours de votre vie. Alors maintenant, le rapport de la Cour des comptes nous dit ce que l'audiovisuel public fait avec cet argent. Et là, c'est accablant. Parce que... On en avait parlé, c'est surprenant. Tout à fait, je vous ai entendu, vous avez entièrement raison d'avoir mis le doigt dessus. Ce qu'on apprend par exemple, c'est que France Info Télé a doublé son budget sur les 7 dernières années. Alors on pourrait se dire, est-ce que la qualité des programmes a doublé aussi ? Est-ce que la satisfaction du public a doublé ? Je vous le donne en mille, pas du tout. Les audiences sont restées scotchées à moins de 1%. Il y a moins de 1% des Français qui allument leur télé, qui regardent France Info. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce doublement de l'argent ? Et quand on lit le rapport, on découvre ce qu'ils en ont fait. Ils ont dépensé 46 millions d'euros par an dans des frais de réception. Ça veut dire 126 000 euros par jour. Ramenons là encore à des chiffres audibles pour les gens. 126 000 euros par jour, c'est les petits fours les plus chers du monde pour faire des réceptions. Ils ont dépensé 3,8 millions d'euros de frais de taxi. Donc ça veut dire 10 000 euros par jour de frais de taxi. Je ne sais pas ce qu'ils font, des détours de périph'. Comment on peut dépenser 10 000 euros de taxi par jour ? Et on avait précisé, si vous permettez, que c'était des cadres dans Paris. C'était pour des déplacements, effectivement, taxi parisien. Taxi parisien. Il y a tout ça pour dire qu'il y a le métro, il y a le RER, voilà. Exactement. Alors qu'ils nous donnent des leçons sur le fait qu'il faut prendre le vélo, etc. Quand on regarde leurs effectifs, ils sont plus de 9 000 personnes. Ça veut dire quelque chose de grave. Ça veut dire qu'avec nos impôts, on finance plus de journalistes et de personnel chez France Télé que de chirurgiens dans l'hôpital public.
Le nombre de chirurgiens à l'hôpital public, c'est 6 000 dans toute la France. Ça veut dire qu'en France, on peut mourir aux urgences, mais qu'on trouve quand même les moyens de financer la propagande et le divertissement. Et ça, à mon sens, c'est gravissime et ça légitime, je pense qu'on en parlera, la privatisation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le divertissement. Moi, je trouve que c'est important d'avoir du divertissement. Peut-être pas l'audiovisuel public, mais je trouve que ça fait partie de la mission de l'audiovisuel d'avoir aussi du divertissement. La propagande, en revanche, là, c'est sûr que bon. Alors, ces budgets et ces dépenses qui sont, en effet, on l'a vu, hein, accablant, on en avait effectivement parlé ici, et ramené au quotidien, c'est quand même assez incroyable. Mais est-ce qu'on peut dire au moins que les Français ont payé pour un service public qui leur a rapporté quelque chose, qui a peut-être même au niveau du divertissement? Là, je pense que vous posez la bonne question et ce que j'ai essayé de faire pour cette émission ce soir, c'est de dresser une liste objective de faits que je considère accablants et qui prouvent leur militantisme politique. Qui prouvent donc qu'au lieu de nous donner un service au moins satisfaisant, même si je considère qu'il n'a pas à être public, au lieu de ça, c'est du militantisme. Donc si vous me permettez, je vais vous lister quelques éléments que je trouve pour le coup accablants. Sur les antennes de France Télévisions, donc lors de la dernière élection des européennes, le temps de parole de Reconquête et du RN était de 37% inférieur à leur poids politique lors de l'élection. Tous les autres courants étaient surreprésentés. Tous. Cet écart-là, on ne l'a retrouvé sur aucune chaîne privée. Personne n'avait ces écarts-là. C'est pas étonnant quand on se souvient, et moi je m'en souviens très bien pour avoir été aux premières loges, qu'en 2022, le journaliste star de France Info Télé, un certain Gilles Bronstein, avait dit « Sur cette antenne, nous n'invitons pas Éric Zemmour. Il n'a pas le droit de venir ici. C'est une décision de France Télévisions. » Ça a changé depuis. J'ai vu qu'il a été invité cette semaine. Exactement. Vous voyez, parfois, quand on parle et quand on ose dire les choses changent. Sur France Télévisions, quand on regarde une étude de l'Institut Thomas More, faite en 2024, on remarque que les invités sont 6 fois plus souvent de gauche que de droite. Que les personnalités politiques de droite sont 7 fois plus critiquées que les personnalités de gauche. Encore des faits objectifs. Là encore, si on pense que c'est un hasard, il faut se souvenir d'un propos de Adèle Van Rett, la directrice de France Inter, qui a déclaré au Figaro « Les faits, c'est que nous sommes une radio progressiste et que nous l'assumons. » Ça, c'est donc la conception de la neutralité du service public. Le militantisme dans le service public n'est pas que partisan. On a vu les images de l'incorrect, on a vu des journalistes stars du service public comploter avec le Parti socialiste, mais il y a aussi un agenda idéologique. Et là encore, il est assumé. Madame Ernotte, dès qu'elle est arrivée, a dit « Le fil rouge de mon mandat sera la diversité ». On croyait que c'était l'opinion. Manifestement, c'est plutôt la diversité. Ça s'incarne dans des faits. Ils ont créé un comité permanent de la diversité, avec à l'intérieur SOS Racisme et Ni pute ni soumise. À son arrivée aussi, elle a créé une clause de la diversité qui impose à tous les contrats de production de représenter, je cite la clause, la diversité de la population française et des étrangers vivant sur le sol de France, l'égalité homme-femme et la représentation LGBT. La traduction, c'est qu'elle dit à tous les producteurs, si vous voulez toucher l'argent public, donc l'argent des Français, les producteurs ont l'obligation d'effacer les Français de leurs séries, de les effacer des émissions, des téléfilms, pour refléter cette fameuse diversité. Diversité n'est pas forcément effacement. Hein. Diversité n'est pas effacement, mais lorsque vous voyez typiquement ce qu'a dit l'ARCOM dans son rapport, ils disent le service public de l'audiovisuel est en pointe sur le reflet de la diversité ethno-culturelle, donc des étrangers vivant en France et des minorités LGBT. C'est pas exactement ce qu'on attend, ce qu'on est en droit d'attendre d'un service public. Autre fait plus grave, France 24 recourt depuis 10 ans au service d'un journaliste palestinien qui s'appelle Fadi Hanona, qui a publié le message suivant « Il faudrait tuer les Juifs et les brûler comme l'a fait Hitler, j'en serais tellement heureux. » Et ce monsieur travaille encore sur France 24, après ce qu'il a dit. Ensuite, si je vous lis quelques titres d'émissions, je vais très vite, je crois que ça parle de soi-même. Émission de 2021, c'est ce soir, le mythe du français de souche. Ravi de l'apprendre. En 2023, France Inter, l'instinct maternel, une vaste supercherie. Les mères françaises seront ravies d'apprendre qu'elles sont soumises à une supercherie. En 2021, France Culture et Arte se posent la question, faut-il dissoudre la France ? Au moins, ils se posent la question, c'est impartial, on pourrait dire. France Culture 2025, comment comprendre qu'en France, en 2024, les Blancs soient mieux traités que les Noirs ? On l'apprend là encore. En 2016, France Inter, la lutte contre le racisme doit-elle se passer des Blancs ?
France Inter. France Info 2025, alors celle-là je l'adore. Comment les pictogrammes indiquant les toilettes renforcent les stéréotypes de genre. Voilà la question essentielle que les Français se posent et la question pour laquelle ils veulent payer autant de leurs impôts pour avoir la réponse. Je pense que, je pourrais continuer longtemps. D'ailleurs, je vais publier la liste de tous ces faits accablants. Vous l'avez publié, là, j'ai vu, non, sur les réseaux sociaux? Non, pas encore. J'ai publié une vidéo. Une vidéo avec des extraits. Une vidéo qui montre la différence de traitement aberrante entre la droite et la gauche sur les antennes du service public. Je l'ai vu. Et qui, à mon sens... On ne peut pas nous la publier. Je voulais la publier, on ne peut pas la publier à cause des droits d'auteur. Malheureusement. Mais alors, j'invite à aller voir sur mes réseaux sociaux cette vidéo parce qu'à mon sens, elle est accablante. Je pense ne pas être la seule à en avoir assez. Mais à l'heure où on demande aux Français de faire des efforts, c'est surtout là que tout le monde se pose des questions. Et à l'heure de ce rapport d'un Cour des comptes, 10 ans plus tard, c'est vrai qu'on se pose des questions. C'est exactement ça. Et si vous me le permettez, chère Christine, j'aimerais, au nom, je crois, de millions de Français, lire une lettre que j'aimerais adresser à Madame Ernotte, parce que je suis sûre qu'elle vous écoute, qu'elle nous écoute ce soir. Donc j'aimerais vraiment lui faire passer un message, c'est l'occasion, je pense, on n'a jamais l'occasion de la confronter ni de lui parler. Donc j'aimerais, si vous me le permettez, pouvoir lui lire un message. On y va. Madame Ernotte, vous êtes arrivée à la tête de France Télévisions il y a 10 ans déjà. À peine arrivée, vous vous êtes entourée de militants socialistes, de Stéphane Sidbon-Gomez, ex-conseiller de Ségolène Royal, devenu numéro 2 de France Télévisions. Une orientation politique très à gauche qui n'a pas été sans conséquences. Vous avez commencé très fort en critiquant, je vous cite, une télévision de blancs de plus de 50 ans. Et vous vous êtes mise à couper des têtes tout de suite. Vous avez renvoyé David Pujadas, Julien Lepers, Patrick Sébastien, parce qu'ils étaient des hommes blancs de plus de 50 ans. Le racisme systémique que vous critiquez à longueur de journée, c'est vous qui l'avez mis en place à France Télévisions. Madame Ernotte, je vous ai entendu attaquer CNews, que vous trouvez trop politisée. En vérité, dans notre pays, il n'y a pas de chaîne plus politisée que les vôtres, et je crois l'avoir prouvé. Les vraies chaînes d'opinion, ce sont celles de France Télévisions. Ce que vous faites, en réalité, et je pèse mes mots, c'est du détournement d'argent public. Vous détournez un service public financé par de l'argent public pour défendre des intérêts militants. Et les Français s'en sont aperçus. C'est pourquoi vous avez coulé petit à petit les audiences et vous avez explosé les budgets en continuant d'appeler au secours celui que vous insultez tous les jours, le contribuable. Malgré ce trou dans la caisse, votre salaire et vos avantages en nature sont estimés à 400 000 € par an. 400 000 € par an, c'est plus que le directeur général de Framatome, leader mondial de l'énergie nucléaire. Alors si encore, Madame Ernotte, vous construisiez comme lui des centrales nucléaires avec notre argent, mais pas du tout. Avec notre argent, vous financez, grâce à votre fondation, des ateliers pour des concours d'éloquence pour les migrants, de la lecture pour les demandeurs d'asile. Votre comité d'entreprise a acheté un nouvel immeuble en bord de mer. Vous possédez un château avec piscine en Dordogne, estimé à plus d'1 million d'euros. Votre deuxième mandat, Madame Ernotte, vous l'avez fini en garde à vue pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Mais étonnamment, vous venez d'être reconduite à la tête de France Télévisions pour un 3e mandat. Certains disent que c'est en retardant la sortie du rapport de la Cour des comptes, d'autres encore que c'est grâce à l'intervention directe d'Alexis Kohler, qui a été donc secrétaire général à l'Élysée. Je n'ai pas la vérité, mais peut-être qu'un jour nous la connaîtrons. Bref, Madame Ernotte, j'en finis par là. Vous vouliez une télévision qui ressemble à la France, c'est une belle réussite. Votre télévision est aussi endettée, inefficace et insatiable d'argent public que notre État. Madame Ernotte, vous avez le droit d'être de gauche. Vous avez le droit de défendre nos idées, mais pas de vos idées, mais pas avec notre argent. Si vous voulez militer, faites-le, créez une chaîne, militez avec votre argent. Nous ne voulons plus payer pour cela. J'en finis par là, nous ne voulons même pas transformer l'audiovisuel public de gauche en un audiovisuel public de droite. Nous voulons privatiser l'audiovisuel. Le message est passé. J'espère que Delphine Ernotte a bien regardé cette émission sur cette lettre que vous lui avez adressée. Maintenant, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour privatiser l'audiovisuel public que vous appelez de vos voeux depuis fort longtemps? Concrètement, est-ce que vous avez un plan? Tout à fait. Je
Je pense que si on regarde ce qui s'est passé en 1987, on a déjà la réponse. En 1987, on a privatisé la première chaîne, donc TF1. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un appel d'offres. Plusieurs entrepreneurs se sont proposés. C'est Francis Bouygues, qui débutait dans les médias, qui a proposé de racheter TF1. Il l'a fait avec le succès qu'on connaît. Donc, ce qu'on pourrait faire dès demain, et ça prendrait, à mon sens, quelques mois à peine de réussir à tout vendre. Je pense qu'il y aura une forte demande. Il y a des parts d'audience qui peuvent donner envie à des entrepreneurs des médias, qui pourraient en faire quelque chose, qui pourraient gagner beaucoup d'argent. Ce qu'a réussi TF1, c'est faire passer donc une chaîne qui bénéficiait de subventions publiques à une chaîne rentable, qui fait 300 millions de chiffre d'affaires, alors qu'à côté, il y a une perte de 40 millions pour les chaînes de l'audiovisuel public, pour France Télévisions, et en plus, qui bénéficie de milliards d'euros de subventions publiques. À l'inverse, TF1 fait du profit. Il rapporte donc à l'État des millions d'euros d'impôts sur les sociétés, 75 millions plus précisément, donc on y gagne de l'argent. C'est-à-dire que dès demain, on pourrait réussir à vendre ces chaînes, donc l'État empocherait un gain immédiat, on n'aurait plus à débourser 4 milliards d'euros par an, on aurait des rentrées fiscales avec l'impôt sur les sociétés. Puisqu'elles n'auront plus d'argent public, elles seront obligées de faire des programmes qui plairont aux Français. Donc elles seront obligées de chercher des idées, d'innover. On ne se fera plus insulter à l'antenne toute la journée avec notre argent. En réalité, je pense que tout le monde y gagne. Il y a peut-être une perdante, peut-être Madame Ernotte qui devra trouver un nouveau travail. Mais à part ça, je pense que tous les Français y gagnent. C'est gagnant pour les finances publiques et gagnant, comme je vous l'ai dit, pour la justice, tout simplement. Principale conseillère d'Éric Zemmour. L'une des principales organisatrices de la « Convention de la droite », dont Marion Maréchal et Éric Zemmour sont les têtes d'affiche, et qui vise à favoriser l'union des droites. Depuis, elle apparaît, selon Le Monde, comme « la pièce maîtresse du dispositif », conduisant Éric Zemmour à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2022. Elle lui apporte son réseau constitué de jeunes de l'Institut de formation politique, école financée par Charles Guève, de ses camarades de l'Union nationale interuniversitaire et de militants de la Manif pour tous. Elle rapproche Marion Maréchal, qui est l'une de ses amies, d'Éric Zemmour.